Bienvenue dans cette vidéo où on parle de casque de monitoring. Alors le casque de monitoring audio, c'est une chose très importante. Je vois encore des personnes tourner des vidéos sans utiliser de casque. C'est vraiment prendre beaucoup de risques, puisque l'autre vue-mètre va certes vous indiquer si vous avez un problème d'alimentation sur votre micro, ok, on est d'accord, mais le vue-mètre ne va pas tout vous dire en fait. Il y a pas mal de choses qui peuvent vous arriver à la prise de vue, ou tout simplement des choses qui sont présentes d'entrée de jeu, et vous n'allez pas pouvoir voir au vue-mètre. Donc je vais vous en citer quelques-unes rapidement. Imaginons que vous ayez des problèmes de faux contact. Alors ça, parfois, on voit des petits scratchs dans le vue-mètre, donc on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais parfois, on ne se rend pas compte qu'il y a des problèmes. Au casque, évidemment, on va l'entendre tout de suite. Si votre micro n'est pas placé au bon endroit, si vous avez un problème de placement de micro, si vous avez un problème de vent qui vient taper la membrane, si vous avez, enfin, il y a pas mal de situations comme ça où vous n'allez pas avoir pas pouvoir le sentir, le ressentir simplement en regardant un vue-mètre. Donc c'est vraiment indispensable. C'était un des problèmes en fait dans les premières séries de boîtiers photo qu'on utilisait en vidéo, c'est qu'il n'y avait pas de prise de casque de monitoring. Et c'est une des raisons, entre autres, mais une des bonnes raisons, pour lesquelles on préférait souvent utiliser un enregistreur séparé, parce que là, fatalement, on pourrait avoir un retour casque. Ne pas avoir de retour casque, c'est de toute manière prendre des gros risques. Je vous dirais aussi que si vous travaillez dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, eh bien, vous allez certes voir le gain, vous allez voir le niveau, mais vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte si ce niveau, c'est vraiment la personne qui parle, ou si jamais, eh bien, tout simplement, le bruit ambiant vient couvrir la voix de la personne, et que donc, il faut soit changer de micro, soit changer le placement du micro, et le plus souvent changer d'emplacement pour le tournage, de manière à ce qu'on puisse vraiment entendre la personne parler. Donc vraiment, le casque de monitoring, c'est très important. Qu'est-ce qu'on va attendre d'un casque de monitoring? On va attendre surtout deux choses principalement. Première chose, capitale, il faut que ce casque soit fermé. Alors qu'est-ce qu'on entend par un casque fermé? On entend qu'il faut que, eh bien, quand vous utilisez le casque, quand vous le mettez en place, il faut que ça vous coupe un peu des bruits ambiants. C'est un classique de vouloir prendre des casques qui ne sont pas des casques fermés. Je me suis encore fait avoir il y a 2-3 ans, alors que je faisais pour le blog une série de vidéos sur le salon de la photographie. Et comme je voulais pas, j'avais pas beaucoup de place, je voulais pas me charger, j'ai pas eu envie de prendre mon casque de monitoring, parce que personnellement, je connais pas de casque de monitoring vraiment qui, quand ils se plient, sont tout petits, hormis un autre type de casque dont on va parler à la fin de la vidéo, mais sinon tous les casques de monitoring en fait sont assez encombrants. Et donc, eh bien, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pris mon petit COS porte-à-bras, ce que j'aime. C'est des casques que j'apprécie, donc parce qu'ils prennent vraiment pas de place. Super petit casque, en plus très bon au niveau audio, pour le prix en plus. Génial, moi j'aime beaucoup ces petits casques-là, mais voilà, le problème de ces casques-là, ce ne sont pas des casques fermés. Ça veut dire que quand vous les mettez sur vos oreilles, eh bien, vous entendez ce qui arrive du micro, mais vous entendez aussi les bruits environnants. Et le fait d'avoir fait ça, eh ben, ça n'a pas raté. À un moment donné, sur une des interviews, je crois que c'était pour le DxO One, j'avais posé un micro-cravate, j'avais pas mis de mouche, je pensais qu'étant donné que c'était une personne assez grande, que ça n'avait pas posé de problème. Et en fait, quand il parlait, il mettait des pressions, et il y avait des problèmes, et j'ai rien entendu du tout, j'ai pas entendu le problème. J'entendais un tel brouhaha avec le casque, et bien sûr, sur place, c'était trop tard, j'avais pris ce casque, c'était fini, j'avais pas d'autre solution. Et donc, je me suis fait avoir. Donc vraiment, il faut un casque fermé. Il faut vraiment que ça vous coupe. Il faut vraiment que ce que vous entendez, c'est vraiment l'acquisition. Puisque là, vous pouvez avoir très bien une personne qui est en train de parler derrière vous. Quand vous n'êtes pas avec un casque fermé, vous allez vous dire « Waouh, il est vachement pressant », alors que devant vous, la personne que vous interviewez, par exemple, avec un micro-cravate, lui, comme la personne va se retrouver à 5-6 mètres, le niveau sera beaucoup plus bas, et donc ça sera totalement acceptable, alors que vous n'allez pas du tout avoir cette impression. Donc il faut un casque fermé. Deuxième point, il faut un casque neutre. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire qu'il ne faut pas avoir de coloration, il ne faut pas avoir des basses vraiment marquées ou des aigus. Il faut être neutre. En fait, c'est un petit peu, on va dire, comme pour une calibration d'écran. Puisqu'on va utiliser aussi notre casque, on peut l'utiliser en post-production. Quand on va prendre par exemple des enceintes de monitoring, ce n'est pas des enceintes hi-fi. C'est-à-dire que si jamais vos enceintes sont marquées, ont beaucoup de graves, comment est-ce que vous allez faire après une correction audio si vous ne vous rendez pas compte de ce qui est
qui est vraiment dans le fichier, quoi, dans la piste. Hein, il faut qu'elle soit représentative de ce qu'il y a réellement dans la piste. Si vous touchez les graves ou les aigus derrière, il ne faut pas que ce que vous entendez eh bien, soit pas représentatif de ce qui est vraiment dans le fichier. Exactement comme pour l'image. Hein. C'est pareil que de faire une correction de couleur sur un écran qui n'est pas calibré. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que quand on achète des enceintes d'hi-fi, vous rentrez dans un magasin et le vendeur vous fait écouter plusieurs enceintes, et vous êtes là, vous allez lui dire « Ah ben c'est celles-là les meilleures ». Bon, bien sûr, ça doit bien faire marrer le vendeur intérieurement, parce qu'en fait, c'est pas tellement que c'est les meilleures, c'est surtout que c'est celles qui vous conviennent à vous, c'est celles que vous appréciez. Et donc, ici, en monitoring, c'est pas ce qu'on recherche, d'accord? Donc souvent, je vois des personnes qui utilisent des casques hi-fi, bon, ben, pourquoi pas, mais fatalement, c'est pas automatiquement ce qui est le plus malin, il faut vraiment avoir des casques neutres. Alors dans les casques neutres, la référence chez nous en Europe, c'est le Sennheiser HD25. Ça fait très très longtemps qu'il est sur le marché et que c'est une référence. Alors, Sennheiser a sorti, il y a 1 an et demi, un nouveau modèle qui est le HD26 Pro pour remplacer ce modèle. Il est fatalement un peu plus cher, ou plus précisément, les HD25 sont devenus un petit peu moins chers, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait le dire. Donc le HD26, j'en ai pas un ici, mais je vais vous le faire voir là. C'est un casque qui a donc des coques un peu plus petites. Il a une ouverture ici automatique. C'est un casque qui arrive autour des 270 €. Un HD25, alors vous l'avez sous plusieurs formules. Le HD25 livré avec sa petite housse, d'autres coussinets, il est vendu sous l'appellation HD25+. Il doit coûter autour des 200 €. Ils sortent un modèle d'HD25 sans avoir la housse, sans rien, enfin bon, histoire de descendre le prix, mais ça le descend quand même pas mal, puisque je crois qu'on le trouve autour des 150 €. Et ils ont sorti aussi un HD25 Lite, où alors vous n'avez pas cette séparation, il y a juste une tige. Et le HD25 Lite est vendu aux alentours de 130 €. Voilà. Mais on peut trouver des casques de monitoring qui remplissent vraiment les conditions avec un prix un petit peu inférieur. Hein. Alors, dans les casques vraiment les plus intéressants que j'ai vus, vraiment intéressants parce que vraiment de très très grande qualité, vous en avez chez Audio-Technica. Hein, c'est la série ATH AM30X. Voilà, donc ça c'est un modèle de casque, je vous le mets ici bien sûr, c'est un modèle qui est autour des 70 €. C'est vraiment un super casque, et pas du tout un casque au rabais. Hein. C'est un top casque professionnel et à 70 €, donc c'est chouette. Vous avez d'ailleurs, dans la même série, vous avez un modèle qui est le AM50X, qui lui est qui est très haut niveau, hein, vraiment très très bon. Et si vraiment vous voulez un casque, si vous me dites, moi il me faut un casque à pas plus de 50 €, je ne vois pas de casque qui va remplir vraiment les conditions qu'on a dit, hein, c'est-à-dire fermé, neutre et tout, autour de 50 €. Mais clairement, je vous conseille dans ces cas-là du Audio-Technica, l'AM20X, qui est donc le petit modèle en dessous le 30, qui ne peut pas avoir vraiment l'appellation monitoring, mais pour 50 €, vraiment, c'est le casque que je vous conseillerais sans aucun doute. Alors il y a un autre casque aussi qui est très réputé dans les studios d'enregistrement. Je reprends la référence pour ne pas me tromper, c'est un Sony, c'est le MDR7506. Alors lui, il a une grande réputation au niveau de sa neutralité, hein, et c'est pourtant un casque qui arrive à un prix autour des 100 €, donc il est vraiment super bien placé. Hein. Donc ça, c'est aussi un bon casque. Si vous préférez des casques avec des coques plus imposantes, je sais que nous, en Europe, on aime bien les casques avec des petites coques, enfin, on aime bien pour les ingénieurs du son qui travaillent sur le terrain, parce que pour les ingénieurs du son qui travaillent en musique, ce n'est pas toujours le cas. Aux États-Unis, je sais qu'ils préfèrent souvent des coques un peu plus grosses. Il y a un modèle qui est très très intéressant chez Beyer Dynamic, qui est le DT770 Pro. Je vais vérifier, je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Il existe en différents modèles. Prenez le 80 ohms, c'est le plus polyvalent. Hein, et c'est un casque qui est situé autour des 130 €, je crois, par là. Et c'est un beau modèle. Peut-être un petit peu chaud en été, parce qu'il est un peu... Et puis voilà. Donc en été, peut-être qu'on préfère un HD25, mais si vous avez envie d'avoir un casque avec des grosses coques, c'est un modèle qui est super bien placé en prix. Voilà. Alors je vous disais au début que si vous n'avez pas beaucoup de place, il y a une autre solution, évidemment, et cette solution, c'est les intra-auriculaires, évidemment. Donc moi, j'en ai un. Je ne suis pas un grand fan des intra-auriculaires, pour être parfaitement honnête. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un petit peu... J'aime pas trop me mettre des trucs dans les oreilles, en fait, tout simplement, je crois. Voilà, tout simplement. Mais il y a des ingénieurs du son qui ne jurent que par ce type de casque. Hein. Alors, il faut savoir que c'est... On ne parle pas de casque de téléphone, là. Hein. On parle de casque professionnel.
Les intra-auriculaires pro, ça va jusqu'à 1000 €, hein, avec des 3 voix, des trucs exceptionnels en qualité. Moi, j'ai un premier modèle, mais un premier modèle quand même qualité pro, hein. Donc, je vous conseille de démarrer plutôt là. Donc, le mien, c'est un Shure SE215. Ça vaut, un Shure SE215, ça vaut autour des 100 €, pas plus. Voilà, enfin, pas plus. Comparativement, c'est un peu plus cher, les intra-auriculaires, que les autres casques, hein. Mais par contre, c'est vrai que c'est tout petit. Alors, différence avec un casque de téléphone, évidemment, ça c'est un casque fermé, je vous le signale quand même. On est sur un casque dont les câbles sont recouverts de Kevlar, parce que le classique des intra-auriculaires, les casques de téléphone, c'est que ça pète toujours au niveau des câbles, quoi. Parce que peut-être aussi parce qu'on les travaille un peu dans le sac, on les met en vrac, mais ils sont toujours en train de péter. Quand vous avez des casques de qualité, ça pète pas, et même si ça pétait, sur ces modèles-là, vous pouvez changer le câble, quoi. Ils se défont, vous pouvez remplacer les câbles, tout est remplaçable. Autre détail, moi qui supporte pas trop les bêtes des intra-auriculaires, c'est toujours livré avec un paquet d'embouts de tailles différentes. Je vous conseille vraiment de prendre le temps de les tester, hein, parce que vous allez trouver la forme et la taille d'embout qui vous gênent moins. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est des modèles très très sympas. Petit détail à savoir, c'est que ça ne se positionne pas aussi vite qu'un casque comme ça, hein. Ça, vous le prenez, tac, ça se met. Là, étant donné qu'il y a un petit câble à mémoire de forme, etc., vous prenez quand même un certain temps à le mettre en place, hein. Voilà. Par contre, petit avantage, c'est que si vous faites une chaîne YouTube ou si vous voulez donner à la personne que vous interviewez un retour, vous le prenez en translucide. Une fois placé sur les oreilles, si la personne a un petit peu de cheveux, vous faites passer le câble par derrière, et c'est quasi invisible. Gros avantage aussi, c'est aussi une fonction que vous apporte ce type de casque. C'est pour ça que dans les émissions de télé ou pour les musiciens, ils mettent que ça, évidemment, hein, puisque voilà, ça ne se voit pas visuellement, mais on a quand même un très bon retour. Donc c'est une autre manière d'avoir un casque de petite taille. Ça va vraiment dépendre aussi de vous, quoi. Si jamais, si vous appréciez d'avoir ce type de casque dans les oreilles ou pas. Moi, je sais que je l'utilise que lorsque vraiment j'ai pas de place, mais sinon je préfère largement utiliser ce genre de casque, hein, voilà. Bon, mais c'est personnel, je dois m'y reconnaître. Donc voilà, on a fait un petit tour rapide des différents casques de monitoring. Je vous rappelle vraiment que c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'utiliser un casque de monitoring, hein. Sur les boîtiers photo, évidemment, maintenant, on a cette capacité. D'accord? Parfois, quand vous avez un boîtier photo où vous n'avez pas cette possibilité, vous pouvez, si vous utilisez un préampli, vous allez pouvoir mettre le casque sur le préampli. Alors vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes quasiment protégé, parce que les vrais problèmes qu'on a, qui sont des problèmes d'interférence, de grésillement, de faux contacts, je dirais, de différence entre l'acquisition audio et le bruit ambiant, quand vous faites le test sur le préampli, vous avez cette information, hein, bien sûr. La seule chose que vous n'avez pas, c'est le véritable audio qui est enregistré dans votre boîtier photo. Si votre préampli est parfaitement réglé, concrètement, eh bien, si vous voyez le gain qui est bien calé, ça sera bon. Mais vous avez tout de même un piège. Attention, c'est que la plupart des préamplis sortent avec un niveau ligne, alors que votre appareil photo est en entrée micro. Si jamais vous n'avez pas fait gaffe à ça et que vous rentrez votre ligne dans une entrée micro, votre son va être totalement saturé. Et quand vous allez régler le gain, vous n'allez pas vous en rendre compte. Donc gaffez-vous. Quand vous avez bien sûr la possibilité d'aller au casque, bien sûr, quand vous allez le mettre, vous allez sentir que l'audio est totalement saturé, c'est donc que vous avez un problème et qu'il faut surtout vous gaffer dans le préampli de le mettre en sortie micro ou de le régler de manière à ce que ça rentre vraiment dans une entrée micro et pas une entrée ligne. Donc c'est le piège si vous n'avez pas de monitoring sur votre appareil photo, hein. Voilà. Donc gaffez-vous de ça. Mais sinon, bon an, mal an, si jamais si vous avez fait attention de ne pas avoir ce problème-là, en fait, vous êtes bien dans une entrée micro, bien, en effet, si jamais vous testez sur le préampli que tout est bon, après, vous avez plus, avec le vumètre, à vous caler au niveau du gain, quoi. Ça sera bon, hein. Donc gaffez-vous, par contre, vraiment, vraiment, vraiment de cette histoire de sortie, en fait, du préampli, de ne pas être en sortie ligne hyper forte, parce que là, bien sûr, dans l'appareil photo, vous allez réduire le niveau, vous allez vous dire « Ah, c'est bon », mais en fait, même si vous avez réduit et que le gain a l'air bon, l'audio va être totalement saturé, quoi. Donc c'est le petit piège que je voulais vous rappeler. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et j'espère que ça va vous aider à faire un bon choix de casque de monitoring. Bientôt, au revoir.